Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on reçoit Mathias Depardon qui est photoreporter, dont vous avez sûrement entendu parler ces dernières semaines puisqu'il a été retenu pendant 30 jours en Turquie, alors qu'il exerçait son travail. Mathias, merci d'être là. On sait que vous êtes fatigué beaucoup quand même depuis que vous êtes rentré parce que vous avez été très sollicité. Peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passée cette arrestation, puis cette détention, qui, on le rappelle, a duré 30 jours, du 8 mai au 9 juin, date à laquelle les autorités turques vous ont finalement expulsé vers la France? Bonjour. Donc j'ai été arrêté, il me semble, le 7 ou le 8 mai. J'ai effectué un reportage pour le magazine National Geographic sur la situation de l'eau et la politique de l'eau qui est menée par la Turquie dans le sud-est de la Turquie, sur les rivières de l'Euphrate et du Tigre. Je me suis fait arrêter dans le village d'Hasankeyf, qui est un village qui est voué à être enseveli par les eaux, notamment par le barrage d'Ilissu, qui se situe sur le Tigre. Et donc, je photographiais les nouvelles constructions de ce village, qui se trouve à quelques kilomètres du village actuel. Et suite à des photos que j'aurais prises donc, de bâtiments qui apparemment sont aujourd'hui habités par les forces de l'ordre et par l'armée turque, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans, date de ma dernière visite sur les lieux, j'ai été interpellé par la police du village d'Hasankeyf. D'accord. Donc à partir du moment où vous avez été interpellé, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a emmené dans un centre de rétention? J'ai d'abord été mis en garde à vue pendant une période de 16 heures. Et est-ce qu'à ce moment-là, on vous a indiqué le motif de la garde à vue, la raison pour laquelle on vous avait arrêté, ou est-ce que tout ça est resté très nébuleux finalement? Non, enfin, disons que j'ai jamais été accusé directement donc de propagande terroriste. Néanmoins, toutes les questions qui m'étaient posées allaient plutôt dans ce sens-là. Et ensuite, alors que j'ai dû signer certains documents, j'ai vu que, si vous voulez, le titre du document en question qui tentait de me faire signer avait pour accusation propagande terroriste. Et le document qu'on vous a fait signer à ce moment-là, c'était un document turc? C'était en turc, oui. D'accord, donc finalement, je crois que vous le lisez, parce que je me rappelle, vous vivez, en tout cas vous viviez en Turquie depuis 2012. Comment vous avez réagi justement quand on vous a présenté ce document? Écoutez, on m'avait assigné un avocat qui est arrivé genre après 12 heures de garde à vue, qui m'a donc traduit les documents que j'étais amené à signer. Je signais pas un document qui avait pour cible de m'accuser j'étais pas accusé directement de faire de la propagande terroriste, mais disons que encore une fois les chefs d'accusation avaient été ceux-là, et après j'ai été accusé les documents que je signais témoignaient de ma présence à Hasankeyf, du fait que je prenais des photos, et notamment que j'avais pris des photos donc, de ces bâtiments résidentiels qui étaient habités par l'armée aujourd'hui et par les forces de l'ordre. Donc, si vous voulez, je ne signais que la vérité, c'était vrai, j'avais pris ces photos. J'étais pas conscient néanmoins que ces bâtiments étaient des bâtiments militaires, mais j'avais en effet pris ces photos. Non pas dans l'idée donc de dévoiler des positionnements stratégico-militaires, mais dans l'idée donc de témoigner de ce nouveau village d'Hasankeyf où la population allait être déplacée une fois que le village allait être enseveli par le barrage d'Ilissu. Donc vous étiez basé à Istanbul. Oui. Est-ce qu'au moment où vous avez été arrêté, votre domicile a été perquisitionné? Non, mon domicile n'a jamais été perquisitionné. Ma chambre d'hôtel, d'ailleurs, n'a jamais été perquisitionnée non plus. J'avais laissé le flou, à savoir si j'avais un hôtel ou pas au moment de mon arrestation. Mais donc, mon lieu d'habitation n'a pas été perquisitionné. J'avais fait en sorte que mon appartement soit vidé par des amis dès que j'ai su que j'allais être envoyé au centre de rétention de Gaziantep. Donc il y a eu un court laps de temps pendant lequel vous avez pu communiquer avec le monde extérieur. Tout à fait. Disons que le lendemain de mon arrestation et de cette garde à vue, je suis resté au centre
au centre de l'immigration de Batman, où pendant, si vous voulez, 8 à 9 heures, il y a eu des pourparlers entre l'immigration de Batman et le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur à Ankara. Et je pense que voilà, il y a eu des pourparlers, ils ont pris des décisions quant à savoir ce qu'ils allaient faire de moi. Et au moment où ça s'est décidé, à savoir à 16 heures le lendemain de mon arrestation, un deuxième chef d'accusation, en tout cas une deuxième accusation m'était portée, à savoir aide et soutien au groupe terroriste du Parti des travailleurs. Alors, est-ce que ça s'était lié à vos photos que vous avez publiées sur Instagram? On voit effectivement des combattantes du PKK tout à fait. en tenue militaire. Donc ça vous a été reproché voilà, de nouveau dans le procès verbal? Ça m'a été reproché alors que c'est des images qui dataient c'est des images qui avaient plus de 2 ans, qui avaient été effectuées en Irak, alors que le PKK combattait Daesh. Donc on était dans un contexte, si vous voulez, assez différent que le contexte qui est actuel dans le sud-est de la Turquie. Et on était dans une période où justement, c'était la fin des pourparlers avec Öcalan, mais où en effet il y avait beaucoup plus de tolérance de la part des journalistes à faire du reportage et à faire des sujets sur le PKK à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu on y reviendra plus tard sur la situation effectivement en Turquie, mais c'est devenu extrêmement difficile, j'ai l'impression, pour un journaliste d'aller faire son travail dans le sud de la Turquie, où de toute évidence, les journalistes, qu'ils soient turcs ou étrangers d'ailleurs, ne sont vraiment pas les bienvenus, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc à partir du moment où on vous notifie le fait que vous allez être placé en centre de rétention, donc là vous êtes amené à Gaziantep, comment ça se déroule, le début et la suite de cette détention? Si vous voulez, j'étais au courant qu'une telle procédure avait déjà eu lieu avec d'autres journalistes étrangers en Turquie. Disons que la procédure normale était de vous détenir, de rester au centre de détention de Antep pendant 24 à 48 heures avant d'être expulsé. Ouais, ce qui s'était passé par exemple pour Olivier Bertrand, le journaliste pour le site Les Jours, qui avait été arrêté en novembre, qui avait passé 72 heures en détention avant d'être expulsé du pays. Ouais. Et donc, à quel moment vous avez senti que ça allait finalement durer plus de 72 heures? Une fois les 72 heures passées. Malheureusement, une fois les 72 heures écoulées. Ouais. Alors là, ça s'est passé comment au début? Vous étiez dans une cellule? J'étais dans une cellule, j'étais isolé, comme c'est souvent le cas lorsque des journalistes turcs sont arrêtés en Turquie et mis en détention. J'ai été isolé pendant une période d'1 semaine. Après, j'ai réussi à convaincre les autorités du centre de me trouver des co-détenus avec lesquels je pourrais partager ma cellule. Mais c'est vrai que la première semaine n'a pas été facile. J'étais isolé, j'avais droit à 15 minutes, ça a été pendant l'intégralité de mon séjour, mais j'avais droit qu'à 15 à 20 minutes de promenade par jour. J'avais pas de livre, j'avais pas de quoi écrire, j'avais pas de feuilles pendant 3-4 jours, donc ça a été rude. Donc là, vous faisiez quoi pendant ces 3-4 jours? On tourne en rond dans sa cellule. Ouais, j'imagine que le temps passe très lentement dans ce genre de conditions. Et donc après, vous avez eu des co-détenus qui sont arrivés, je crois, des Pakistanais, c'est ça? C'est ça, des Pakistanais qui avaient traversé la frontière illégalement depuis l'Iran. L'un d'entre eux était donc anglophone, donc c'est pour ça qu'il m'avait été assigné, entre guillemets, à partager ma cellule. J'évoquais aux responsables du centre que pour des questions pour des questions psychologiques, il était important que je puisse communiquer, en tout cas échanger avec d'autres personnes. Et si vous voulez, oui, ils ont partagé ma cellule pendant une petite semaine, je pense. Disons qu'après 5 jours de cohabitation dans la cellule, j'ai décidé d'entamer donc une grève de la faim. Et que cette grève de la faim a été relayée donc, par les 2 Pakistanais qui étaient dans ma chambre, ainsi que par 5 autres Pakistanais. Et donc, pour un total de 7 Pakistanais, ils étaient au total 7 dans le centre de rétention. Et donc, ça faisait plus de 2 mois et demi qu'ils étaient au centre. Pareil, n'ayant aucune idée du jour de leur libération, ne sachant même pas s'ils allaient être libérés ou expulsés, pardon. Et donc voilà, à ce moment-là, on a donc évidemment été séparés. Et 2 Syriens m'ont rejoint, notamment pour m'inciter à manger, pour essayer de m'inciter à manger. Alors, ce que je lisais dans le portrait que Libération a publié de vous avant-hier,
vous aviez le sentiment que cette grève de la faim avait un effet finalement sur les autorités de la prison et peut-être même sur les autorités turques? Oui, enfin en tout cas avec les autorités de la prison, ça a un peu changé la donne, et le rapport en tout cas qui se présentait entre nous. C'est sûr qu'ils étaient vachement plus avenants, c'est sûr je les sentais inquiets. Je savais que c'était pas dans leur intérêt que je devienne malade. Donc c'est sûr que j'avais l'impression d'être en position de force par rapport à eux. Et en effet, comme je le dis, j'avais initié un combat, j'avais initié un rapport de force presque avec eux et avec les autorités turques. C'était un peu un coup de poker parce que ça pouvait jouer en ma faveur comme ça pouvait jouer en ma défaveur. Disons que si j'avais fait une grève de la faim qui avait duré 7, 8, 9 jours, j'aurais très logiquement Qu'est-ce qui vous a décidé d'ailleurs à l'arrêter, la grève de la faim? Disons qu'on m'a mis au courant donc, de cette rencontre lors du sommet de l'OTAN entre le président Emmanuel Macron et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Et qu'apparemment, voilà, ils se sont entretenus à mon sujet, à mon égard. C'est le directeur du centre qui m'en a parlé, autour d'une table, où il y avait de la nourriture sur la table. Et il m'a dit, voilà, je pense qu'il est temps que tu reprennes... Donc à ce moment-là, vous vous êtes dit, il y a un espoir de libération. Rappelons-le, à ce moment-là, ça fait déjà plus de 2 semaines que vous êtes incarcéré. Écoutez, j'ai demandé à pouvoir contacter mon avocat pour qu'il puisse me confirmer les faits, vu que il faut savoir qu'on... j'avais pas accès à la télévision, ni aux médias, ni à la radio. Parce que j'avais demandé, vous n'étiez pas tenu au courant de votre information par l'extérieur? Non, mais écoutez, j'avais deux appels hebdomadaires avec mon avocat, mais qui étaient... bon, déjà, la communication était difficile entre nous. On n'avait que 5 minutes on avait droit à entre 5 et 10 minutes de conversation par appel. Bon, il y avait beaucoup de choses à organiser, il y avait une logistique à organiser par rapport à mon appartement, il y avait des contacts avec... je voulais savoir quels étaient les contacts avec mon ambassade, j'avais toujours pas eu de visite consulaire. Est-ce que vous n'avez pas eu de contact direct avec une représentation française J'avais eu des contacts avant d'être envoyé au centre de rétention, donc pendant ces 24-48 heures qui ont précédé donc mon transfert au centre. Mais c'est sûr qu'après, j'ai plus du tout entendu... j'ai rien entendu en fait ni de l'ambassade, ni du consul pendant 16 jours. Donc c'est sûr qu'après une semaine, il me semblait que c'était pas normal. Donc Et comment vous expliquez le fait que ça a été si long C'est difficile. Je pense que apparemment les autorités françaises, donc l'ambassade de France à Ankara, ont eu énormément de difficultés à pouvoir être autorisés à une première visite consulaire. Ils en étaient eux-mêmes très étonnés, apparemment. Donc voilà, je pense que ça a été aussi c'était peut-être l'opportunité pour le président turc aujourd'hui de tester finalement la réactivité du gouvernement français, d'Emmanuel Macron et de son équipe à l'Élysée, de voir un peu, voilà, c'était peut-être aussi d'initier un rapport de force, c'était peut-être l'opportunité pour Erdogan de rappeler à son lectorat et autres qu'il peut être dans une position de force et on sait que généralement on sait que son lectorat est très nationaliste, donc c'est des choses qui ont tendance à le renforcer politiquement au sein du pays et donc tout rapport de force initié par Erdogan en général avec les pays membres de l'Union européenne ont tendance à le renforcer aujourd'hui. Parce que du coup, rappelons-le, vous avez été retenu pendant 30 jours et 30 jours, c'était la durée maximale finalement, au nom de laquelle les autorités turques pouvaient vous maintenir dans une détention administrative sans retenir de charge contre vous, mais au terme de ces 30 jours, ils étaient théoriquement censés ou vous poursuivre pour un certain nombre de faits ou vous rendre la liberté. C'est compliqué. Parce que en tout cas, c'est ce qui est écrit sur le papier, ça devrait se passer comme ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a une incertitude aujourd'hui. Voilà, il y a une incertitude. Il faut savoir qu'il y a très peu de lois vraiment par rapport au centre de rétention. C'est un peu... je sais que la période maximale dans laquelle on peut rester dans le centre de rétention et la période légale est de 365 jours. Et je ne suis pas sûr que justement... Alors après, je pensais à cette question des 30 jours de garde à vue autorisés par l'état d'urgence en Turquie, qui autorise les autorités et les forces de police turques à maintenir quelqu'un en garde à vue sans retenir de charge officielle contre lui pendant ce délai-là. En tout cas, le Quai d'Orsay avançait cet argument-là, ce qui fait que... Mais c'est pas vraiment... Sur les 150 journalistes qui ont été arrêtés depuis la tentative du coup d'État en juillet dernier,
Plus d'une centaine n'ont pas encore Oui, procès. effectivement, il y a des journalistes qui sont en prison Depuis là aussi, on va y 6 revenir dans un mois. second temps, des gens qui sont en prison depuis plus de 6 mois et dont le procès n'a pas encore eu lieu et qui attendent toujours de savoir un peu à quelle sauce ils seront mangés finalement. Juste pour finir sur votre détention, donc On savait finalement que si je dépassais le délai de 31 jours, les choses allaient se compliquer. On savait en effet qu'à ce moment-là, je risquais d'y rester beaucoup plus longtemps, ou je pouvais y rester jusqu'à de 3 à 6 mois, voire plus. Donc il fallait faire en sorte que je sois libéré dans les 31 jours. ouais. Et on a une question de Pachi par rapport à ça. Alors c'est une question, j'imagine que ça ne va pas être forcément très facile d'y répondre, mais quel rôle a joué le gouvernement dans votre libération? Moi, je pense que le gouvernement a joué son rôle. Je pense que sans le gouvernement, j'aurais sûrement pas été libéré dans ces conditions. Oui, je pense que après, c'est très compliqué. Je connais pas tous les détails de ce qui du coup, là, c'est moi qui vais refaire un peu combler les blancs. Je crois qu'en dehors des 2 rencontres qui ont eu lieu entre Macron et Erdogan, parce qu'il y a eu 2 discussions à votre sujet, il y a d'abord eu des discussions entre les 2 ministères des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères turc a répondu visiblement qu'ils n'avaient pas la main sur le dossier, et donc à ce moment-là, et on était déjà 3 semaines à peu près après votre arrestation, il y a eu une discussion qui a été organisée entre Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur français, et son homologue turc, et à partir de là, les choses ont commencé à se décanter un petit peu. Et donc après, finalement, au bout de ces 30 jours, on est venu vous chercher un beau matin, on vous a dit, ça y est, vous êtes libre, on vous renvoie en France. C'est ça, on est venu me chercher. On m'a prévenu 1 heure avant ma libération. Et donc à ce moment-là, ça se passe comment? On vous met dans un avion et... Voilà, à ce moment-là, vous sortez du centre, vous allez à l'hôpital, on fait en sorte que vous êtes en bonne santé, on vérifie que vous êtes en bonne santé, et puis vous partez dans un avion avec 2 agents des forces de l'ordre qui viennent avec vous jusqu'à Istanbul. Et puis de là, vous embarquez dans un vol pour Paris. Voilà, vous retrouvez votre portable, votre montre. Et vous me disiez juste avant qu'on commence qu'on vous avait rendu votre téléphone uniquement au moment où l'avion avait quitté le sol turc. C'est ça, c'est exact. Après, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma mère, j'ai eu beaucoup de chance, disons que les choses étaient bien faites. Ma mère m'avait rendu visite la veille avec Christophe Deloire, qui est donc le directeur de RSF. Ma mère était venue me rendre visite, a fait cette visite avec Christophe et le consul de France, Christophe Hemmings. Donc il s'avérait que ma mère était à Istanbul le jour de ma libération, et donc on a voyagé ensemble sur le retour. Donc ça aide à se remettre un peu dans le bain. Et là maintenant c'est le train des sollicitations médiatiques qui s'est enchaîné. Voilà. Donc maintenant dans un second temps, au-delà de votre cas personnel, effectivement, vous êtes devenu une espèce de symbole de cet acharnement visible, de plus en plus visible d'Erdogan contre la société civile en général, les journalistes en particulier. Je ne suis pas sûr d'être le symbole en question. Alors, peut-être à votre corps défendant, effectivement. Alors, justement, Turcs qui apparemment sont plus le symbole et sont plus représentatifs de la répression. Je voulais justement en parler. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de votre cas. On a beaucoup médiatisé votre situation, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a 150 journalistes qui sont emprisonnés en Turquie. Je rappelle que... Plus de 700 cartes de presse qui ont été refusées cette année. Et en février 2016, je me souviens quand j'étais parti en reportage en Turquie, on avait d'ailleurs travaillé ensemble. À ce moment-là, il y avait une trentaine de journalistes qui étaient incarcérés. Donc le putsch a eu un effet démultiplicateur. Il y a 170 médias qui ont été fermés. Il y a des journalistes qui sont emprisonnés depuis des mois, qui attendent leur procès. Des gens qui risquent des années et des années de prison, y compris des binationaux. On peut citer le correspondant du journal allemand Die Welt, qui est en prison depuis février, qui risque jusqu'à 10 ou 15 ans de prison, je crois, pour là aussi complicité de terrorisme. Est-ce que c'est devenu impossible de faire son métier aujourd'hui en Turquie? C'est devenu très 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 compliqué de travailler en Turquie comme journaliste. Alors il faut savoir que nous, en tant que journalistes étrangers basés en Turquie, on savait qu'on était privilégiés, qu'on avait un traitement de faveur, et il y avait une tolérance de la part du gouvernement turc à notre égard par rapport à ce qu'on pouvait écrire, par rapport aux enquêtes qu'on pouvait mener en Turquie. Mais c'est sûr que la donne est en train de changer. C'est sûr qu'il y a de moins en moins de tolérance vis-à-vis de la presse étrangère. On est quand même au lendemain du référendum qui a été quand même très contesté, qui a été très critiqué par la presse étrangère. Je veux dire, rien que pour citer The Economist, ils étaient les premiers à faire une couverture en disant qu'Erdogan était devenu finalement un dictateur, en parlant de dictature de la Turquie. Donc c'est sûr que mon arrestation est aussi dans ce contexte-là, il ne faut pas l'oublier. Et depuis donc la purge qui a eu lieu
depuis la tentative de coup d'État. Donc là, on parle uniquement des journalistes, mais il y a donc 150 000 personnes qui ont été limogées. On parle de fonctionnaires, on parle d'avocats, on parle d'académiciens. C'est des pans entiers de la société civile qui disparaissent avec des chantages absolument abominables. 42 000 arrestations depuis l'année dernière quand même. Il y a une commission d'enquête qui a été créée en Turquie. Ils ont placé 5 personnes pour traiter 42 000 arrestations. Je sais que les 3/4 d'entre eux tentent de faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme. Là, apparemment, il y a une augmentation de 275% de demandes au sein donc, de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, enfin, je veux dire, ça dresse un peu le portrait de la Turquie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, absolument. Est-ce que vous avez l'impression que du coup votre arrestation était quelque part un avertissement lancé à la presse internationale, une espèce de tir de sommation pour dire ne venez plus en Turquie ou arrêtez de... Disons que moi je l'ai très vite, c'est très vite, j'en suis très vite arrivé à cette conclusion-là. Je suis tout de suite, après plus d'une semaine, 10 jours en prison, je me suis dit ok, je pense qu'ils sont en train d'essayer d'envoyer un message au sein de la presse internationale et au sein des journalistes qui tentaient de travailler dans le sud-est de la Turquie. J'ai envie de rappeler que 3 semaines avant mon arrestation, j'avais été interpellé par les forces de l'ordre à Istanbul, que je leur avais donné ma carte de presse qui était donc en cours de renouvellement, ainsi que ma carte de séjour. J'avais été mis en détention pendant 5 minutes, je pense, avant d'être libéré. Néanmoins, fin janvier, j'avais été interpellé à l'aéroport d'Antep, mis en garde à vue pendant 5 heures. C'était la première fois vraiment que j'étais mis en garde à vue après 5 ans en Turquie. Les petits signes avant-coureurs. Voilà, je pense que ma première détention et ma première garde à vue, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont décidé de ne pas renouveler ma carte de presse, sauf que j'avais aucune réponse de la part du bureau de presse d'Ankara chargé des accréditations me disant que ma carte n'allait pas être renouvelée. Ils m'ont toujours dit votre carte est en cours de renouvellement. La personne chargée de la presse au sein de l'ambassade de France avait aussi appelé le bureau de presse à Ankara. Il leur avait donné la même réponse. Je me souviens que j'avais fait part de mon déplacement dans le sud-est de la Turquie au bureau de presse, que je leur avais fait part que je partais pour faire un reportage pour National Geographic. Et je leur avais demandé, en cas d'arrestation, de dire, en tout cas de pouvoir commenter sur le fait que ma carte de presse était en cours de renouvellement. Or, je sais que lors de ma garde à vue qui a duré 16 heures, la police a appelé donc la presse, le bureau de presse, et la réponse du bureau de presse a été il n'a pas de carte de presse. Oui, on a l'impression que ça devient une tactique finalement des autorités turques, cette espèce alors c'est pas exactement un chantage, mais en tout cas de laisser un flou planer autour de ces cartes de presse et de leur renouvellement, parce qu'apriaprès ça peut être un motif pour arrêter les journalistes, les maintenir en détention, etc. Alors on a une question de Laura qui nous demande si vous avez été débriefé par les services de renseignement français. Du tout. En même temps, si vous l'aviez été, vous ne pourrez pas le dire. C'est vrai. Mais on a une autre question d'ailleurs de Marine qui nous demande ce qu'on peut faire pour accentuer la pression sur Erdogan pour que soient libérés les journalistes turcs en prison. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que déjà les rapports entre l'Union européenne et la Turquie, entre la France et la Turquie, ne sont pas évidents, parce qu'il y a un rapport de force qui s'est installé, que les pays européens estiment avoir besoin de la Turquie pour obtenir des accords sur les réfugiés, etc. Donc on est prêt à fermer les yeux dans une certaine mesure sur les abus contre les droits de l'homme. On n'entend pas souvent des responsables politiques monter au créneau c'est-à-dire que là on les a entendus vous concernant, mais on ne les avait pas entendus très souvent avant concernant la situation de la société civile turque. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer d'éveiller comme ça l'attention de l'opinion publique sur ce qui se passe en Turquie? Je pense qu'il faut commencer par en parler. Je pense qu'il s'agit, si on veut défendre la liberté d'expression, il ne s'agit pas juste d'être concerné lorsqu'il s'agit d'un journaliste français, mais quand on tente d'incarcérer la majorité des journalistes turcs qui ont tendance à être critiques envers le gouvernement. Je pense qu'il faut juste arrêter de fermer les yeux sur la Turquie, sur ce qui se passe en Turquie en ce moment. On ne parle pas assez de cette purge, on ne parle pas assez de ce durcissement de la politique turque. Et je pense qu'aujourd'hui, on m'a posé quelques fois la question cette semaine, est-ce qu'on peut parler d'une dictature aujourd'hui en Turquie? Je pense que je ne pourrais pas répondre non, et je pense qu'on peut que dire que oui, en effet, la Turquie devient un
dictatorial. Dictatorial, ouais. Est-ce que c'est frustrant, fatigant, énervant d'être propulsé comme ça, justement, symbole d'une situation dont vous estimez finalement vous-même que vous êtes une toute petite partie et qu'il y a d'abord des milliers, des centaines de milliers de Turcs qui sont concernés par cette situation? Disons que je suis conscient, j'ai toujours été conscient qu'il y aurait une mobilisation de la part des médias dans ma libération et donc parce que je fais partie des médias, parce que je suis photographe et que mes collègues, mes confrères et mes amis travaillent au sein des médias et je savais que j'avais le soutien. Ce soutien m'a donné beaucoup de force et m'a permis de rester fort psychologiquement alors que j'étais incarcéré. Tout ça pour dire et que voilà, je me dois de répondre à la sollicitation des médias, si ce n'est que ça me permet de parler de la liberté d'expression en Turquie et de mes confrères turcs qui sont incarcérés aujourd'hui. Donc après, j'aspire à une certaine normalité dans les prochains jours et à pouvoir me reposer. À pouvoir reprendre une vie un peu normale. Alors justement, comme je le disais en préambule, vous habitiez à Istanbul. De toute évidence, ça va être un peu compliqué d'y retourner. C'est quoi l'étape d'après? Vous allez devoir organiser un déménagement un peu à la hâte? Oui, enfin, je m'installe en France. Ça fait 23 ans que je vivais à l'étranger. Je m'installe à Paris, pour le coup. Je suis très content de venir à Paris. Voilà, je pense que j'aspirais aussi doucement à quitter la Turquie. Ça devenait vraiment compliqué. Je commençais à ne plus me sentir le bienvenu, en tout cas pour exercer mon métier en Turquie. La situation est identique pour mes confrères étrangers qui sont aujourd'hui à Istanbul. Il y a eu quand même énormément de journalistes qui ont quitté la Turquie ces dernières années. Il y a eu beaucoup de journalistes maintenant qui viennent, qui ont tendance à venir pour des courtes périodes, des courts séjours. Mais j'aspire à être photographe à Paris et de continuer à travailler comme j'ai pu le faire depuis 10 ans. Merci beaucoup Mathias. Avec plaisir, merci.